Bonjour à tous et bienvenue dans cet ETBO. Dans un instant, on file à Pont-l'Abbé pour la fête des brodeuses 2013. Et Gérard Mourin et Apolline Kersaudy, la reine des brodeuses 2012, nous présentent l'événement. Mais avant cela, c'est le point sur l'actualité dans le Finistère de ce jeudi 11 juillet. Avec le beau temps de ces derniers jours, les algues vertes ont fait leur grand retour sur les plages du sud Finistère, notamment sur le littoral de Morgat, à Plonévé, Porzé. Et justement, à Fouesnant, la plus grosse usine du Finistère de traitement des algues vertes vient d'ouvrir, une solution écologique pour la valorisation des déchets et une solution innovante pour le confort des riverains. Visite guidée avec Loïc Argili. Près de 90 000 tonnes d'algues vertes ont été ramassées sur les côtes bretonnes l'année dernière, une quantité difficile à traiter pour les communes. Mais depuis lundi, la plus grande usine de traitement des algues vertes du Finistère est entrée en service sur le site de Quérambry à Fouesnant. Jusqu'à présent, ces algues vertes étaient traitées à l'air libre sur la plateforme que vous avez derrière moi. Mais l'importance des tonnages que nous avons collectés et les nuisances qui pouvaient être provoquées par le dégagement des odeurs notamment, a amené les élus à décider de construire une usine de traitement des algues vertes. La communauté de communes fouenantaise a investi près de 5 millions d'euros pour son usine de traitement des algues vertes. Une usine novatrice qui permet un traitement plus sain et plus écologique. Que l'on composte, c'est un mélange, un volume d'algues vertes, un volume de déchets verts. On effectue ce mélange à l'extérieur. Une fois le mélange bien homogène, on vient le rentrer dans ces tunnels. Donc on a un mois de fermentation, puis un mois de maturation. Et enfin, on vient affiner le produit. Et à l'issue de ce criblage, on obtient un compost normé que l'on analyse avant d'évacuer vers les parcelles agricoles. Des algues vertes revalorisées en compost pour les agriculteurs, et ce, sans les problèmes d'odeur. Ce que l'on voit derrière nous, c'est l'unité de désodorisation de l'usine. C'est finalement l'élément primordial de cette installation. Et l'objectif de cette unité de désodorisation est de traiter entièrement les gaz et les particules malodorantes qui s'émanent du compost. Une usine qui devrait pouvoir retraiter près de 15 000 tonnes d'algues vertes par an, issues de la baie de la forêt Fouesnant. Allez, on prend la mer à présent et avec ce beau temps, les plaisanciers sont nombreux à naviguer. Et pour le faire en toute sécurité, il faut prendre les précautions d'usage. Et là, ce sont les affaires maritimes qui veillent au grain. Pierre-François Batras a embarqué avec une équipe au large de Groix, près de Lorient. Affaires maritimes, je vous demande l'autorisation de monter à bord pour procéder à un contrôle. En mer, c'est comme sur la route, une réglementation existe. Et en cas de défaut d'éclairage ou d'absence de matériel de sécurité, les autorités sont là pour vous rappeler à l'ordre. La première chose qu'on va regarder, c'est si tous les brassières de sauvetage sont présentes à bord, s'il y a une brassière pour chaque équipier présent à bord du bateau. Et ensuite, ce qu'on appelle les signaux pyrotechniques, qui sont les feux à main, les fusées parachutes et les fumigènes, qui doivent être changés régulièrement. Une fois que la date de péremption est dépassée, on n'est pas sûr que ce matériel va fonctionner correctement. On vérifie aussi la date de révision du radeau de sauvetage. Et voilà, avec ces trois types d'équipements, théoriquement, qui sont les principaux, le bateau doit pouvoir naviguer en sécurité. Pour des fusées de détresse périmées, ce plaisancier n'aura pas d'amende, mais simplement un avertissement, car il navigue près des côtes. L'objectif de la campagne de sensibilisation au risque des loisirs nautiques, c'est avant tout la prévention. L'année dernière, en 2012, pour vous donner un exemple, on a fait 1583 interventions recherche et sauvetage pendant cette période d'été. Et malheureusement, on déplore encore l'année dernière 20 décès, essentiellement des baignades, mais aussi des plaisanciers qui tombent à l'eau de leur bateau, etc. Un certain nombre d'événements toujours dramatiques. Mais on essaye justement par cette sensibilisation de faire en sorte que les gens soient prudents. Voilà, c'est un appel à la prudence. La prudence, par exemple, c'est de ne pas sortir quand la météo est mauvaise ou de porter une brassière de sécurité, même si la mer est calme. Le Morbihan concentre 25% des opérations de sauvetage menées entre le sud Finistère et la côte espagnole. Toujours dans le volet environnement, mais cette fois-ci en pleine nature. Le beau temps de ces derniers jours ne fait pas oublier la météo médiocre du printemps. Les abeilles d'ailleurs ont souffert du manque de nectar. Les apiculteurs s'attendent donc à une récolte de miel en baisse pour l'année 2013. Frédéric Lorenzon a rencontré le président des apiculteurs finistériens à Tréma-Ouezan. Les fleurs sont ouvertes et les abeilles se gavent de nectar, mais la météo désastreuse des dernières semaines a fait des dégâts dans les ruches. Même si le soleil brille généreusement depuis quelques jours, le mal est fait. Sur mon cadre là, celui-là il commence à se former, bien se former. On voit que le miel rentre ou le nectar rentre au niveau donc des différentes cellules. Mais par contre quand on arrive sur l'extérieur de la hausse, nos cadres, elles commencent juste à le travailler. Donc c'est un signe comme quoi, oui, le miel rentre aujourd'hui, le nectar rentre, le miel se forme, mais
on est quand même dans une phase où on a beaucoup de retard par rapport aux années passées. Les abeilles ont manqué de nectar, leur alimentation principale. Certaines sont mortes de faim. La ponte des reines a aussi été perturbée. Les colonies sont donc affaiblies et moins importantes. On a eu un arrêt de ponte en fin juin, période où la reine aurait dû être à son maximum de ponte. De toute façon, on ne pourra pas tout récupérer, nos ruches étant relativement faibles pour la saison. Dans ces conditions, le miel qui doit être récolté dans quelques jours sera bien moins abondant. La production de miel, on pourra la rattraper partiellement, oui, si le beau temps reste. Complètement, certainement pas. Il ne faut pas s'attendre à faire une grande année de cette année. Une ruche produit entre 15 et 18 kg de miel. Gilbert n'espère pas beaucoup plus que 10 kg cette année. Nous sommes à présent à Pont-l'Abbé pour le début de la fête des brodeuses 2013 en compagnie de la reine des brodeuses 2012, Apolline Kersaudy, bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi en compagnie de Gérard Mourin, le président de cette fête des brodeuses, bonjour. Bonjour. Alors c'est la 60e édition de la fête des brodeuses, la réputation n'est plus à faire, le rendez-vous est incontestable et incontournable en pays bigoudin. Elle va débuter ce 11 juillet et ce jusqu'au 15 juillet. C'est un rendez-vous qui tourne autour de la tradition, expliquez-nous. Oui, tout à fait. La tradition, écoutez, on est en face déjà de jeunes filles qui représentent tout ce qui a été créé depuis des années, voire pas un siècle aussi. Voire des décennies même. Des décennies, hein, certainement. Et donc la tradition, c'est toutes ces couleurs, c'est cette coiffe d'ailleurs qui est connue dans le monde entier, la coiffe de la bigoudaine qui n'est plus à présenter. Hein. Quels vont être les temps forts de ces 5 jours de fête des brodeuses? Les temps forts, ça va être déjà ce soir, puisque ces demoiselles vont gentiment se préparer tout à l'heure pour un spectacle qui s'appelle Les Enfants du siècle, ça veut tout dire. Les Ouais. Enfants du siècle, dans le cercle Arbro-Bigouden de Pont-l'Abbé, qui va être précédé des enfants. Et c'est la continuité dans la tradition. C'est également remettre au goût du jour certains costumes qui avaient disparu et avec des recherches qui ont été effectuées par elles-mêmes. Donc elles vont nous présenter ce soir et je ne connais même pas ce qui va être dévoilé. Donc ça va être la surprise vraiment pour tout le monde. Une grande surprise pour tout le monde, effectivement. L'autre temps fort de cet événement, c'est une fenêtre ouverte que vous faites au folklore étranger. Cette année, vous avez décidé de mettre qui à l'honneur? Alors cette année, nous accueillons un groupe, un ballet national qui vient de Doudmourcy. Effectivement, alors c'est une ancienne république soviétique. Quand elle est située sur la carte, nous sommes à l'ouest et eux sont à l'est. Ce sera l'occasion de rencontrer un groupe de jeunes danseurs, une trentaine, qui sont des acrobates avant tout. Et de ce que j'ai vu déjà de leurs prestations, ça va décoller. Et le troisième temps fort de cet événement, c'est bien entendu l'élection de la reine des brodeuses. D'ailleurs, Apolline Kersaudy, vous étiez la reine 2012. Oui, vous oui. aviez été élue en 2012. Comment s'est passée l'année pour vous en tant que reine des brodeuses? Très bien, j'ai pu faire quelques représentations avec Lisa et Malouane. Qui vous accompagnait à chaque fois, du coup? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et- Donc du coup, j'ai représenté le pays bigoudin, le cercle. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez 20 ans, donc en parallèle, il faut continuer les études. Et en Oui, même je suis temps, toujours il y a, en cours. Je prépare les concours infirmiers. Et il y a une part du coup de représentation de tradition et de folklore. Oui, voilà. Et votre famille, elle l'a pris comment lorsqu'elle a su que vous étiez Très la reine des heureuse brodeuses? parce que mes parents sont aussi dans ce milieu-là, donc très contents. D'accord. Ça fait plus d'un siècle justement qu'on élit des reines des brodeuses. C'est quoi le secret de jouvence, Gérard? Alors, un siècle, oui, je ne suis pas assez ancien pour vous raconter le siècle, mais c'est vrai que la fête des brodeuses existe depuis 1954, donc les 60 ans l'année prochaine, mais il existait donc la première reine des brodeuses et au sens réel du terme, à savoir que c'était quelqu'un qui était issu donc d'une famille de brodeurs et de brodeuses. Et la première date de 1909. Donc effectivement, ça fait plus d'un siècle. Donc ça remonte Tout quand à même. fait, ça remonte. Le point Voilà. culminant, la journée temps fort qu'il ne faut surtout pas rater, c'est dimanche. Oui, bien sûr, c'est dimanche. Dimanche avec un défilé très coloré, puisque enfin au moins la plupart des costumes de Bretagne et des musiques de Bretagne, il ne faut pas oublier non plus, puisque les bagadous seront très présents. C'est plus de 1400 costumes et sonneurs qui vont défiler. Donc ça fait des choses à voir. Ouais, c'est magnifique. Quoi. Côté pratique, du coup, c'est payant. Ça fonctionne comment et on réserve où? Oui, Très c'est rapidement. payant. En pays bigoudin, c'est pas beaucoup, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Tout ce qui est au Triskel, effectivement, est payant, puisque c'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 550 personnes qui vont être placées. Le samedi, tout est gratuit.
sauf le Triskel le soir bien entendu. Voilà. Et le dimanche jusqu'à là c'est 7 € l'entrée. Défilé plus spectacle, étant entendu qu'en plus c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Donc c'est parfait, voilà. C'est parfait, quoi. Donc, C'est donné. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous du 11 au 15 juillet ici en Pays Bigoudin à Pont-l'Abbé. Moi je vous retrouve demain pour un nouvel ETBO. Alors en attendant, très belle soirée.